Titre: Le jour où mon passeport a défini ma valeur et où la France m'a redonné mon humanité. Je n'aurais jamais imaginé que la valeur d'une personne puisse être jugée sur la base d'un simple passeport. Un passeport canadien? Bienvenue. Passez en 10 secondes. Un passeport algérien? Ouvrez vos bagages et mettez tout sur le comptoir. Toute la fierté que je tirais de notre histoire millénaire, de notre résilience et de notre culture si riche. Tout s'est effondré en un instant face à une réalité brutale. Ce que j'ai vécu à l'aéroport de Munich, en Allemagne, fut la plus grande humiliation de ma vie. Mon amie canadienne, à côté de moi, fut accueillie avec un sourire. Moi, j'ai été interrogé comme une criminelle. Pourquoi? Quelle était la différence? Pourquoi le monde faisait-il autant confiance au Canada et se méfiait-il à ce point de l'Algérie? La réponse à cette cruelle question, je l'apprendrai plus tard, de la manière la plus marquante qui soit, dans un pays nommé la France. Ceci est le récit de la chute de mon immense orgueil et de ma découverte de ce qu'est réellement une nation développée. Un passeport canadien vous ouvre les portes de l'Allemagne en 10 secondes. Un passeport algérien vous met sur la liste des suspects. La rage d'une étudiante algérienne. Je m'appelle Inès. Je suis une étudiante de 21 ans, née et élevée à Alger. J'étais une Algérienne extrêmement fière. On m'avait appris que nous étions les héritiers d'une grande civilisation, un peuple au courage immense, que notre jeunesse était notre plus grande force et que rien ne nous était impossible. Mes professeurs et mes parents me l'avaient toujours dit, le monde entier admire notre histoire et notre combativité. Où que tu ailles, marche la tête haute. J'y croyais, du plus profond de mon cœur. À côté de cela, le Canada n'était pour moi qu'un pays connu pour son sirop d'érable et ses gens polis. Beaucoup de mes amis aimaient sa réputation pacifique, mais pour moi, il manquait de la passion et de la profondeur de ma propre culture. C'est avec cet état d'esprit que je me suis envolé pour un échange universitaire en Allemagne. Ma colocataire était une étudiante canadienne-française, Chloé. Nous devions arriver le même jour à l'aéroport de Munich et n'avions échangé que quelques emails polis. Ce jour-là, j'étais euphorique. J'arrivais enfin en Europe. L'aéroport était calme, luxueux, l'air semblait pur. Voilà donc ce qu'est un pays développé, pensais-je. Chloé, ma colocataire, passa le contrôle des passeports juste avant moi. Elle tendit calmement son passeport canadien. L'agent de contrôle, en voyant la couverture, lui adressa un grand sourire et dit « Willkommen in Deutschland » « Bienvenue en Allemagne ». Sa prononciation était parfaite. C'était comme s'il accueillait une vieille amie. Un coup de tampon, et en moins de 30 secondes, sans même un regard pour ses bagages, elle était passée. Wow, les pays développés sont vraiment différents, me suis-je dit. Pas étonnant que tout le monde veuille venir en Europe. Puis, ce fut mon tour. J'ai sorti mon passeport algérien avec assurance. Dès l'instant où l'agent l'a pris, son expression a changé. Le sourire a disparu. Les commissures de ses lèvres se sont affaissées, ses sourcils se sont froncés. Ouvrez vos bagages. Avez-vous une copie de votre visa? Les documents d'inscription à l'université, le contrat de logement, votre emploi du temps, l'attestation d'assurance, le montant d'argent liquide que vous avez. Je veux tout vérifier. Hébété, j'ai hoché la tête, sortant mon téléphone d'une main tremblante. Mais à cet instant, l'empreinte digitale ne fonctionnait pas. Mes mains étaient trop moites. Après plusieurs essais ratés, incapable de trouver les pièces jointes dans mes emails, je paniquais, tandis qu'une longue file se formait derrière moi. C'est alors que quelqu'un, derrière moi, a murmuré d'une toute petite voix. « Encore une !» Ces deux mots ont résonné dans mes oreilles comme un écho infini. L'agent m'a regardé fixement, a soupiré et a dit « Récemment, nous devons effectuer des vérifications plus approfondies pour certains passeports. » Cette seule phrase a tout fait s'écrouler. J'avais préparé mon voyage avec tant de soin, j'avais tous mes documents, j'étais habillé correctement. Mais simplement parce que j'avais un passeport algérien, j'étais suspecte. À cet instant, quelque chose s'est brisé au plus profond de moi. Le fait d'être là, impuissant devant le contrôle d'immigration européen, simplement parce que j'étais une citoyenne algérienne, était si grotesque et si triste. J'ai ravalé mes larmes, la tête basse. En un instant, tout mon orgueil avait volé en éclats. Moi qui avais grandi en croyant que nous étions respectés dans le monde entier. La réalité était que la discrimination commençait dès l'aéroport. Quand j'ai finalement obtenu mon tampon et que je suis sorti, Chloé m'attendait, ayant déjà rassemblé mes bagages. « Ça va ?»
Ça a pris beaucoup de temps. J'ai forcé un sourire. Mes lèvres s'étiraient, mais mon cœur était en 1000 morceaux. Nous étions deux jeunes femmes venues étudier. Alors pourquoi un traitement si différent? Ce fut ma première expérience de l'Europe. J'ai essayé de masquer l'humiliation subie au contrôle des passeports, avec le peu de fierté qu'il me restait. Ce n'est rien. L'agent était juste de mauvaise humeur. L'Allemagne est un pays strict, c'est tout. Mais après quelques jours passés en Allemagne, j'ai réalisé que ce n'était pas un incident isolé. Dans la rue, dans les magasins, à l'université, j'étais constamment confronté à une ignorance polie. La première fois que je suis allé au supermarché, la femme blonde devant moi a été accueillie par un Guten Tag, joyeux de la caissière. Passez une bonne journée, lui a-t-elle lancé, en souriant. Mais quand mon tour est arrivé, la caissière n'a même pas croisé mon regard et a commencé à scanner mes articles, le visage impassible. J'ai souri et dit « Bonjour », mais n'ai reçu aucune réponse. Ma prononciation était-elle mauvaise? Non, j'avais obtenu d'excellentes notes en langue. Elle ne pouvait pas ne pas avoir compris. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence. Mais ces moments se sont répétés. Dans un café, le serveur servait les clients blancs arrivés après moi en premier. Dans une librairie, j'avais beau appeler poliment un vendeur, il me tournait le dos pour aller aider quelqu'un d'autre. Sans que j'aie fait quoi que ce soit de mal, j'étais devenue transparente. Un jour, dans le couloir de l'université, j'ai vu un groupe d'étudiants allemands rire et se saluer. Au moment où je suis passé devant eux, leurs visages se sont figés. C'est là que j'ai compris pour la première fois que je n'étais pas seulement vue comme une étudiante étrangère, mais comme l'arabe. Je ne peux l'expliquer avec leurs mots, mais cette atmosphère existait bel et bien. J'avais grandi en entendant que le monde nous admirait. Je croyais que nous devions être au centre de l'attention partout où nous allions. Mais ici, j'étais devenu une existence périphérique, ignorée, mal à l'aise. Ce soir-là, de retour à la résidence, j'ai dit à Chloé, « Je me sens un peu mal à l'aise ici. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible. » Elle a hoché la tête en silence, puis a dit après un moment, « Oui, je comprends. Au début, moi aussi, je me sentais toute petite. » Toute petite. C'était exactement ça. C'était ce que je ressentais. L'Allemagne était calme, ordonnée, mais il n'y avait pas de place pour les gens comme moi. Le pays n'avait ni la capacité, ni l'envie de m'accueillir. Le lendemain, je suis tombé malade, de la fièvre. Au début, ce n'était qu'un léger mal de gorge. Mais un jour plus tard, la toux et les maux de tête se sont ajoutés. Je sentais mon corps s'affaiblir. Je devais aller à l'hôpital, mais c'était là le problème. Le responsable de la résidence m'a dit de prendre rendez-vous en ligne. Le site était entièrement en allemand. Même en changeant la langue en anglais, des mots allemands apparaissaient partout. On me demandait d'entrer les informations de mon assurance, mais mon assurance algérienne ne pouvait même pas être enregistrée. Il a fallu un jour pour recevoir une réponse à mon email et un autre jour pour obtenir une consultation. Pendant ce temps, je suis resté au lit, buvant seulement de l'eau. Quand je suis arrivé à la clinique, j'étais si faible que monter les escaliers était un effort surhumain. Je me suis assise dans la salle d'attente. Mon nom a été appelé 90 minutes après mon arrivée. La consultation a duré 7 minutes. Prise de température, examen de la gorge. C'est un virus grippal. Je vous prescris un antipyrétique. C'était tout. Et la facture, 200 €. J'ai commencé à calculer mentalement. En dinars, c'était une fortune. Ma tête s'est mise à tourner. Près de chez moi, à Alger, pour les mêmes symptômes, cela ne m'aurait coûté que quelques euros. Bien sûr, là-bas, il y a du monde, de longues files d'attente, mais de l'accueil à la consultation jusqu'à la pharmacie, tout était réglé en moins de 2 heures. Ici, c'était propre, c'était calme, mais c'était lent, c'était cher, et c'était si froid. Même si je guéris, je vais retomber malade à cause de l'argent, ai-je plaisanté amèrement. Je suis sorti de la clinique avec mon sachet de médicaments. Ni mon corps ni mon esprit ne se sentaient plus légers. Après quelques jours alités, mon corps allait un peu mieux. Mais mon cœur restait lourd. Par la fenêtre, le paysage était toujours aussi impeccable, les rues aussi calmes. Mais cette propreté me rendait de plus en plus seul. J'avais l'impression d'être constamment et poliment ignoré. Personne ne me bousculait. Personne ne disait ouvertement qu'il me discriminait. Mais c'était encore plus difficile à supporter. J'étais devenue transparente au milieu d'eux.
Ce soir-là, dans la cuisine commune de la résidence, Chloé et moi préparions des pâtes. C'était une nuit calme. En regardant la vapeur s'élever de la casserole, j'ai dit soudainement, « Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi en ce moment. Il ne se passe rien, mais je me sens de plus en plus petite. » Elle m'a regardé un moment, puis a dit, « Moi aussi. » C'était comme ça. Quand je suis arrivé en Europe, j'avais cette étrange sensation d'être coincé entre les gens. J'ai hoché la tête. C'était vraiment le sentiment d'être coincé. Elle a ajouté en remuant ses pattes. Pendant les vacances, je suis allé voir de la famille à Paris. L'atmosphère là-bas est différente. On respire un peu mieux, c'est plus facile, plus vivant. Ces mots sont restés gravés en moi. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai cherché France sur Internet. Des photos, des rues, de la nourriture. Une familiarité méditerranéenne mêlée au raffinement d'une grande capitale. En regardant ces images, je me suis murmuré. C'est décidé. J'irai faire un tour. Si ça peut m'aider à échapper, ne serait-ce qu'un peu, à ce que je ressens ici. J'ai réservé un billet d'avion pour Paris. J'ai trouvé une place dans une auberge de jeunesse près de la gare de Lyon. Je n'avais aucun plan. Je voulais juste être seul, quelque part. La veille de mon départ, Chloé m'a dit sur le pas de la porte, « Fais attention à toi. Qui sait, peut être que la France et toi, ça marchera bien. » Ces mots, étrangement, m'ont réconforté. Et puis, j'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Honnêtement, je n'attendais presque rien de la France. Pour moi, c'était juste le pays de la Tour Eiffel, doué pour la mode et le luxe. Mais dès mon arrivée, quelque chose était différent. En faisant la queue au contrôle des passeports, j'ai vu un agent répondre avec le sourire à un touriste devant moi, mêlant français et anglais. Puis, ce fut mon tour. J'ai tendu mon passeport algérien, saluant timidement. La réponse fut un sourire inattendu. « Bienvenue en France, vous venez pour le tourisme ?» Le ton était doux, la voix calme. C'était incroyablement gentil. Et ce n'était pas un sourire de façade. On sentait une sincérité. La procédure a pris à peine 30 secondes. L'incident de l'aéroport de Munich m'est revenu en mémoire. Là-bas, l'agent s'était renfrogné en voyant mon passeport, avait exigé des documents, inspecté mes bagages. Mais ici, personne ne me soupçonnait. J'étais simplement accepté, comme une voyageuse. Je n'avais encore rien vu des rues de Paris ou goûté à sa cuisine, mais l'atmosphère de cet aéroport suffisait à faire tomber doucement un mur à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que je me sentais si légère après un simple contrôle d'identité? En sortant de la zone de contrôle, je me suis arrêté un instant. Je n'avais jamais vu un aéroport si vaste et pourtant si serein. Le plafond était haut, l'éclairage doux, le sol brillait sans une trace de poussière. Les panneaux d'affichage étaient tous en 4 langues, français, anglais et souvent arabe et mandarin. Parmi eux, je pouvais lire clairement des mots familiers. Les gens semblaient occupés, mais pas pressés. Nulle part ce n'était bruyant. J'ai repensé à l'aéroport de Munich. Bien sûr, il était propre et ordonné, mais il n'y avait pas ce sentiment d'être la bienvenue. L'aéroport de Paris semblait être un espace déjà plein de respect pour ses visiteurs. J'ai récupéré mes bagages et suivi les panneaux pour prendre le RER vers le centre-ville. En chemin, j'ai activé le Wi-Fi et j'ai été surprise. Wi-Fi de l'aéroport connecté. Pas de mot de passe, pas de portail de connexion. Il s'était connecté automatiquement. Vraiment? C'est gratuit? Près de la gare, dans un relais, j'ai acheté un pass Navigo. Un pass, s'il vous plaît. L'employé me l'a tendu d'un geste habitué et m'a demandé « Je vous le charge en même temps ?» J'ai hoché la tête, il m'a poliment demandé le montant et dès que les 10 € ont été chargés, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Recharge effectuée, 10 €. C'était plus que de la technologie, c'était la vie de tous les jours, simplifiée. Le train pour Paris était calme, et autour de mon siège, il n'y avait pas un grain de poussière. Sans que personne ne me dise rien, je me sentais respecté. En arrivant à la gare de Lyon, j'ai pris une profonde inspiration. Il y a quelque chose de différent ici. C'est un endroit où l'on se sent bien, rien qu'en le regardant. Après une nuit à l'auberge, le lendemain matin, j'ai exploré Paris seul, sans carte, juste en suivant mes pieds. Je suis entré dans un café, une librairie,
J'ai marché le long de la Seine, et le soir est tombé sans que je m'en rende compte. Pour rentrer, j'ai voulu prendre le bus. J'ai passé ma carte Navigo sur le lecteur. Bip. Solde insuffisant. J'ai été prise de court. Ah? Mais, je l'ai rechargé hier. En y réfléchissant, j'avais tellement marché et utilisé les transports que j'avais tout dépensé. J'ai commencé à chercher mon portefeuille, paniqué. Une file se formait derrière moi, et le chauffeur me regardait dans son rétroviseur. C'est alors que la femme d'un certain âge à côté de moi a sorti son propre passe, et sans un mot, l'a passé sur le lecteur pour moi. Bip. Surprise, je me suis retourné. Oh, madame, excusez-moi, non. Ça va, a-t-elle dit en souriant et en agitant la main. Ce n'est rien, ma petite. Vous rechargerez la prochaine fois. Ce simple geste m'a laissé sans voix. Elle ne savait probablement pas que j'étais algérienne. Mais elle n'a rien demandé. Ni d'où je venais, ni pourquoi mon solde était insuffisant. Elle a juste vu que j'avais besoin d'aide et elle m'a aidé. Assise dans le bus, je regardais par la fenêtre. Le bus a démarré en douceur et une partie de mon cœur a commencé à fondre lentement. En Allemagne, personne n'aurait osé s'approcher de moi. En Algérie, tout le monde est trop occupé et doit se débrouiller seul. Mais ici, c'était un pays où une inconnue faisait le premier pas. Le lendemain matin, j'ai décidé de prendre le métro pour la première fois. J'ai pris un plan à l'auberge et j'ai suivi les lignes pour mes correspondances. C'était l'heure de pointe. Le wagon était bondé, mais l'ambiance n'était pas agressive. Les passagers étaient calmes, personne ne criait ni ne poussait. Chacun se déplaçait tranquillement dans son propre espace. Dans le silence du métro, j'ai été témoin d'une scène. Un homme d'âge moyen s'est levé et, sans un mot, a cédé sa place à une grand-mère qui se tenait à côté. La vieille dame a incliné la tête avec un léger sourire, et l'homme, silencieux, s'est de nouveau agrippé à la barre. La scène était si naturelle que personne n'a dévisagé qui que ce soit, comme si c'était la chose la plus normale au monde. En voyant cela, j'ai repensé au métro d'Alger. Les places étaient une compétition. On se bousculait pour descendre, on se battait pour un siège, en céder en était rare. Être qu'avec autant de monde, nous n'avions pas le luxe de penser aux autres. Mais ici, même si tout le monde était pressé, les gens se voyaient les uns les autres. Le visage de cet homme est resté longtemps dans ma mémoire. Il ne m'a pas aidé, il ne m'a pas parlé, mais dans ce bref instant, j'ai ressenti une forme de respect qu'il montrait. Et j'ai pensé, ce pays est étrangement apaisant. Pour le déjeuner, j'ai mangé seul dans un petit bistrot du quartier latin. Il y avait beaucoup de gens seuls, et comme le pain et l'eau étaient en libre service, c'était plutôt confortable. En mangeant une soupe à l'oignon chaude et du pain frais, je me suis dit que c'était ça, le vrai goût de la France. Pendant que je mangeais, j'ai reçu un appel. C'était ma mère, en Algérie. J'ai rapidement pris mon sac et suis sorti du restaurant, le téléphone à l'oreille. « Oui, maman, ça va. Je suis à Paris en ce moment. »« Oui, je suis toujours en vie. » Après environ 5 minutes de conversation debout sur le trottoir, je suis retourné à l'intérieur pour payer. À ce moment-là, le serveur m'a vu et m'a interpellé. « Madame, votre portefeuille. Vous l'aviez laissé ici. » Mon cœur a failli s'arrêter. Mon portefeuille, posé sur la table, avec mon argent, mes cartes, ma carte d'identité, tout y était. Je suis resté figé, puis j'ai timidement récupéré le portefeuille. Je l'ai ouvert, tout était là. Je ne trouvais pas mes mots. J'ai juste remercié le serveur en inclinant la tête à plusieurs reprises. Il a souri et a dit « Pas de souci. On s'est dit que vous reviendriez le chercher. » Cette simple phrase m'a semblé si chaleureuse. En Algérie, il suffisait de quitter sa table une minute pour que son téléphone disparaisse. Même quand le plat arrivait, on gardait son sac sur ses genoux. Mais ici, sans aucune méfiance, sans aucune surveillance, on avait gardé mes affaires en sécurité. J'ai serré mon portefeuille en sortant du restaurant, et j'ai pensé, ce n'est pas un pays protégé par des caméras de surveillance. C'est un endroit où les gens vivent, en se faisant confiance. Ce soir-là, je me promenais près d'un parc. L'air était frais, les rues calmes. Il était tard, mais les lampadaires éclairaient même les petites ruelles, les routes étaient bien entretenues et propres. En marchant, je me suis retrouvé dans une ruelle où il n'y avait presque personne. J'ai eu un frisson.
On m'avait dit que la France était sûre, mais pour une femme étrangère seule la nuit, n'était-ce pas un peu imprudent? J'ai commencé à accélérer le pas quand j'ai vu une femme faire son jogging sur le trottoir d'en face. Elle portait des écouteurs et courait tranquillement dans la ruelle. Il était 23 heures. Autour, les lumières d'une supérette ouverte, d'une laverie automatique et d'un café étaient allumées. À cet instant, ma définition d'une rue la nuit a changé. En Algérie, il y avait des rues que les femmes ne devaient pas emprunter seules la nuit. Je connaissais ces zones par cœur. Je marchais en appelant une amie, le téléphone serré dans la main, prête à toute éventualité. Mais ici, il y avait de la lumière, de l'activité et surtout, une atmosphère où les gens n'avaient pas peur. La femme a fini son jogging et est entrée dans la supérette. Je suis resté là, stupéfaite. Vraiment, la nuit n'est pas dangereuse ici. J'ai sorti mon téléphone et regardé l'heure. Hai Mouiba Mouibai. Et pour la première fois, j'ai senti que dans ce pays, moi aussi, je pouvais être en sécurité. La veille de mon départ, j'ai eu mal à l'estomac, une crampe terrible. J'avais peu, être trop mangé au dîner. J'ai pensé que ça passerait, mais avec le temps, la douleur est devenue insoutenable. Quand la sueur froide a commencé à perler sur mon front, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Une peur panique m'a envahi. Ce n'est pas mon pays, je n'ai pas de famille ici. Si je ne trouvais pas d'hôpital maintenant, je pourrais être en réel danger. D'une main tremblante, j'ai cherché médecin de garde sur mon téléphone. Par chance, une maison médicale ouverte 24 heures, 24 est apparue, à 10 minutes de là. J'ai appelé. Allô? Est-ce que je peux venir maintenant? Une voix m'a répondu dans un français parfait. Bien sûr. Venez tout de suite. Nous pouvons vous recevoir. Ces mots m'ont presque fait m'effondrer de soulagement. Je suis arrivé à la clinique, le visage blême. Une légère odeur de désinfectant flottait dans l'air. L'infirmière à l'accueil m'a vu et s'est levée. Ça ne va pas? Je vous fais passer tout de suite. Je n'arrivais même pas à dire mon nom ou à expliquer clairement ma douleur. Mais ils ont compris. Rien qu'avec mon expression, ma voix et ma respiration. L'examen a été rapide. Le médecin m'a regardé dans les yeux et a dit « Vous avez dû avoir bien mal. » On dirait une intoxication alimentaire. Je ne pouvais que hocher la tête. Il m'a prescrit un médicament pour l'estomac et un antispasmodique. Au moment où l'on m'a tendu les médicaments avec un verre d'eau, quelque chose a cédé en moi. Le coût de la consultation, 25 €, une somme dérisoire. J'ai regardé le reçu, abasourdi. Le souvenir de l'Allemagne m'est revenu. Pour un simple rhume, j'avais dû attendre 3 jours pour un rendez-vous, patienter 1 heure et demie et payer près de 200 €. J'ai aussi pensé à l'Algérie. Les consultations étaient rapides, mais traitées comme à l'usine. Les yeux des médecins étaient toujours fatigués, personne ne m'avait jamais vraiment regardé. Mais ici, on se comportait comme s'il était normal d'aider quelqu'un qui est malade. J'ai réalisé à quel point c'était extraordinaire. En sortant avec mon sachet de médicaments, le vent frais de la nuit parisienne m'a caressé le visage. Dans le reflet de la porte vitrée de la clinique, j'ai vu mon visage, un peu fatigué, mais souriant. C'est un pays où l'on peut vivre. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour admirer le paysage nocturne. Les gratte-ciel au loin, les lumières des enseignes, les gens marchant calmement dans les rues. Soudain, cette ville ne me semblait plus étrangère. J'étais venu ici pour fuir, mais maintenant, c'était comme si je la connaissais depuis toujours. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les photos de mon album. Le visage froid de l'agent à Munich. Le couloir blanc de la clinique allemande. La facture de 200 €. Puis, les photos prises en France. Les enfants et les personnes âgées, assis côte à côte dans le métro. La main de la dame qui m'a aidé dans le bus. Le plat du jour chaleureux, posé sur la table du bistrot. Et mon propre visage, sortant de la maison médicale avec mon sachet de médicaments. Pour la première fois, j'ai senti que mes yeux, sur les photos, souriaient. Jusqu'à présent, le pays développé que je connaissais était un endroit riche avec un bon système. Mais au Japon, il y avait des gens à l'intérieur de ce système. Des gens qui venaient vers vous, qui vous tendaient la main en silence en cas de danger, qui attendaient patiemment, sans se fâcher si vous faisiez une erreur. C'était plus chaleureux que l'Allemagne, et plus ordonné que l'Algérie. J'ai dit doucement dans mon cœur, ce n'est pas seulement un bon pays, c'est un pays où j'aimerais vivre. Je suis maintenant dans l'avion,
prête à quitter la France. Dans le bus pour l'aéroport, les rues et les gens qui défilent par la fenêtre, les lumières des supérettes, les gens qui font la queue pour un taxi. Tout semble me parler. Tu reviendras, n'est-ce pas? Quand je suis arrivé ici, je n'avais aucune attente. Je voulais juste échapper au vide de l'Allemagne et respirer un peu, loin du bruit et de la complexité de l'Algérie. Mais cet endroit ne m'a pas seulement permis de reprendre mon souffle, il m'a montré ce que c'était que de vivre. Le regard chaleureux au contrôle des passeports, la citoyenne qui m'a aidé dans le bus, le siège cédé dans le métro, le portefeuille oublié et retrouvé intact, la femme qui courait seule dans une ruelle à 23 heures, et la clinique qui m'a soigné pour une douleur soudaine à un prix abordable. Tous ces moments étaient liés par une seule émotion. On peut faire confiance à ce pays. Et ce n'est pas seulement grâce au système, mais grâce aux gens. Personne ne m'a soupçonné, personne ne m'a rejeté, personne n'a gardé ses distances. L'Algérie était trop bruyante, l'Allemagne était trop silencieuse. Mais la France, elle, était ordonnée et chaleureuse à la fois. En marchant vers la porte d'embarquement, je me suis souvenu des mots de Chloé. « Va en France, tu verras bien. » À l'époque, j'avais pensé que c'était juste pour me consoler. Mais maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi elle souriait en disant cela, pourquoi elle m'avait simplement tapoté le dos. J'ai jeté un dernier regard au hall des départs et j'ai respiré profondément l'air de la France. J'y reviendrai, c'est certain. Du fond du cœur. Non, un jour, je vivrai ici. Parce que j'ai enfin compris ce que signifiait vivre dans un pays véritablement avancé. Merci, la France. Grâce à toi, j'ai retrouvé le sourire.